y a plusieurs décennies, Annie Lebrun était intervenue en plein mouvement féministe des années 70 pour alerter l'opinion sur l'évolution du féminisme à l'époque. Ces textes, qui sont notamment réunis dans le volume Vagitprop, ont fait résonner pour moi et sans doute pour toutes les femmes de ma génération, toute une époque, celle de la cause des femmes. Et relire ces textes m'a beaucoup intéressée parce que dans le fond, ils donnent un éclairage, une lecture sur l'évolution actuelle du néo-féminisme. La critique d'Annie Lebrun vise au fond à séparer le bien fondé des luttes féministes pour l'égalité des droits, le combat de toutes les femmes contre toutes les formes d'oppression, contre tous les modèles aliénants, et le discours féministe quand il tend à s'exprimer au nom de toutes les femmes. Au fond, quand le discours tend à faire exister une différence générique au détriment des différences spécifiques, c'est-à-dire quand le discours se reconstitue à parler au nom de toutes les femmes comme un discours sur le modèle de tous les hommes, et on perd de vue au fond la position de chaque femme prise une par une, notamment sur leur vie sexuelle et amoureuse. Or, une chose m'a particulièrement intéressée, c'est de constater que les revendications féministes ou le combat féministe en général en passe souvent par la question de la langue. Alors, soit pour tenter de revendiquer une féminisation de la langue, ou une écriture, ou une parole proprement féminine, soit lorsque s'exprime une volonté de réformer la langue, soit pour la féminiser, soit pour neutraliser toute trace de domination masculine. Il s'agirait au fond de chasser de la langue toute trace de la domination, disons, patriarcale. Alors, c'est un mouvement qui reprend une idée qui n'est pas neuve. Au fond, à frapper le mot, on viendra à bout de la chose, on ruinerait le phallus. Et c'est un trait qui, dans ses extrêmes, résonne comme une véritable censure. Alors, je dis censure au sens où Barthes a pu dire que la vraie censure est celle, non pas qui interdit de parler, qui empêche de parler, mais qui, au contraire, contraint à parler sur un certain mode, et on peut y voir, au fond, une forme de police du langage, une surveillance de la manière de parler. On ne peut s'empêcher ici de penser à l'enseignement que Lacan tirait du mouvement des précieuses, cette société qui était, elle aussi, tout entière employée à perfectionner le langage, et Lacan ne manque pas de relever les innovations que ces cercles féminins, qui pourtant étaient très peu organisés, ont introduit dans la langue, innovation, invention, dont on goûte encore l'héritage aujourd'hui. Et il y avait aussi, au fond, un défi au phallus chez la précieuse qui voulait, comme le dit Lacan, frapper le signifiant dans la lettre. Mais il relève aussi une opposition, au fond, une dissymétrie entre la cohésion du groupe quand elle est assurée par l'idéal, donc sur le modèle des communautés masculines, et le fait que, s'agissant du mouvement des précieuses, au fond, aucun signifiant maître, aucune nomination véritablement ne collectivisait le mouvement, et en ce sens, il répond plutôt à la logique de ce que Lacan a appelé le patou, la structure du patou. Alors, la question que ça pose, c'est comment peut-on réformer la langue ? Est-ce seulement possible de réformer la langue si on songe que la langue est faite de tout ce qui se dépose pour chacun au fil du temps, tout ce qui se dépose comme
invention ou tradition, comme malentendu et comme équivoque. Et au fond, à vouloir changer la langue, on débouche, ou en tout cas, on risque de déboucher sur un mur de langage. Hein, si on veut la changer dans un sens radical, c'est un mur de langage que l'on impose sans nuance. On impose, comme disent les politiques, des éléments de langage, à savoir une langue figée à coup de syntagme fixe et standardisé qui serait exempt de malentendus. Et il me semble que ça évoque notamment une opposition que Lacan fait dans son texte Fonction et champ de la parole et du langage, un texte de ses écrits, où il oppose la parole, la fonction de la parole, au stéréotype d'un discours dans lequel le sujet est parlé beaucoup plus qu'il ne parle. On peut vérifier aujourd'hui dans la manière dont certaines tendances du mouvement néo-féministe se sont durcies, qu'à vouloir chasser de la langue toute trace de sexuation, à vouloir faire fi de tous les semblants du sexe, on débouche inévitablement sur le corps. Et c'est sans doute une nouveauté importante dans l'évolution du mouvement néo-féministe, c'est-à-dire de s'être déplacé au niveau du corps même. Alors, ça répond à la fois d'une continuité historique, comme le rappelle Michel Perrault, le féminisme, c'est l'histoire du corps des femmes, avec, si on pense au MLF ou au Women's Lib, c'est la revendication des femmes à disposer de leur corps. On pense au fameux slogan « Notre corps, nous-mêmes ». Et il y a par ailleurs une discontinuité historique, puisqu'au fond, le combat politique s'est déplacé au niveau du corps même. Le corps est devenu le lieu même de l'émancipation, et on peut dire aujourd'hui même un corps en pièces détachées, hein, un corps en 3D, le corps féminin dénué de tous les semblants. Et cela fait apparaître que ce qui n'a pas été traité en un sens par le féminisme universaliste, ni même en un sens par le mouvement LGBT, refait surface aujourd'hui comme une revendication de féminité à même le corps. On a au fond un déplacement du féminisme depuis le féminisme de domination vers le féminisme des corps. Et la conséquence de cela, conséquence très importante, c'est au fond une fragmentation à l'infini, voire un séparatisme à l'infini, puisque au fond, on reconstitue des communautés sur la base d'une trace qu'on croit lire sur le corps, une marque, un insigne, à partir duquel on constitue une communauté, d'où effectivement une fragmentation à l'infini. En somme, à mesure que se gagnent les combats pour l'égalité des droits, se dénude ce qui du féminin peine à se loger dans le discours universaliste qui est toujours virilisant. Et donc, ce qui a commencé avec vouloir changer la langue, vouloir chasser ce qu'on appelait les micro-agressions dans la langue, dans une chasse sans fin en vue d'un politiquement correct, débouche aujourd'hui en toute logique sur le corps et sur l'absence de dialogue entre les sexes. On ne parle pas. Je terminerai en disant que ce que Lacan a prêté spécialement aux femmes, ce qu'il leur a attribué tout spécialement, c'est d'avoir inventé la langue dans toute son inventivité, dans toute sa créativité. Et là, on a un chapitre, un tout autre chapitre, hautement subversif,
qui s'ouvre devant nous à explorer, à creuser donc.